Bonsoir tout le monde. Je vous remercie beaucoup de venir nous rencontrer ce soir. On vous représente, au octobre, on va vous présenter une conférence. C'est une dame qui a vécu de près le suicide. Je vais vous laisser expliquer donc comment ça s'est passé, comment elle a vécu. Donc, c'est un témoignage et en même temps des outils pour les gens. Pour justement démystifier tout ça, puis voir que malgré toute la souffrance, il y a des moyens de s'en sortir. Fait que c'est avec un grand plaisir que je vous présente votre conférencière, Mme Gisèle Duhamel. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, je vais vous demander, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je crois qu'il n'y en a pas qu'il y a de problème. Ça ne fonctionne pas. Non, je ne l'ai pas ouvert. OK. C'est parce que je veux savoir s'ils m'entendent bien, je vais enlever de la tiraille. Je ne suis pas habituée avec ça, moi, là puis ça me fatigue. Vous m'entendez comme il faut? Oui. J'ai quand même une bonne voix. Ouais. Si vous avez de la difficulté, je vais parler plus fort. OK? Ouais. Parce que ça, là, ben de la misère avec ça. Je m'excuse, là, mais je n'ai pas tellement de technologie, j'aime mieux être plus à l'aise. Bon, là, je me sens mieux. OK. OK, parfait. Fait que moi, je suis mère de 2 enfants. J'ai mis au monde 2 enfants. Un fils, François, en 1972, et ma fille, Patricia, en 1974. Et j'ai 3 petits-enfants de mon fils qui ont 12 ans, 11 ans et 8 ans. Donc, je suis très fière, naturellement. Mes enfants ont grandi dans ce qu'on peut dire normalement, mais je me rendais compte souvent que ma fille faisait des montagnes, des fois, avec ce que j'appelais des riens. Tu sais, son frère parlait un peu fort, puis c'était la fin du monde, ça lui tapait ses nerfs. L'horloge sonnait les coups, ça lui tapait ses nerfs. Je trouvais ça un petit peu fatigant, là, tu sais, mais je me disais, ben, c'est une enfant, ben, comme ça, puis bon, c'est tout. Et puis, à l'adolescence, ben, elle a commencé à s'enfermer dans sa chambre pas mal. Et puis, par contre, j'ai jamais eu de difficulté avec elle à l'adolescence. Je peux vous dire qu'elle était très proche de moi, Patricia. Et en plus, quand elle était pour arriver en retard d'une sortie ou quoi que ce soit, elle m'appelait. J'ai jamais eu à m'inquiéter d'elle pour dire, là, comparativement à son frère qui a fait des mauvais coups, puis tout ça. Elle, non, vraiment pas. Ça a été une enfant très sage. Une enfant sage à l'école, jusqu'à l'adolescence, où est-ce que là, elle a eu des difficultés d'apprentissage, si on veut dire, parce que ça ne l'intéressait plus, l'école. Et puis, elle a fait des mauvaises fréquentations. Il y a eu des mauvaises fréquentations, donc elle a commencé à prendre des drogues, mais ça, je l'ai su beaucoup plus tard. Je m'en suis pas rendu compte. J'avais pas vraiment de difficulté, donc je m'en suis pas rendu compte. À l'âge de 16 ans, elle a décidé d'aller au cégep. Et on l'a inscrit au cégep à Port-Royal. Ça allait bien, c'était quelqu'un qui aimait étudier et qui était très responsable. C'était un gemeau, ma fille, donc elle avait 2 côtés de sa personnalité. Un côté qui était très enfantin, si on veut, certaines choses. Là. Elle pouvait lire des bandes dessinées et puis rire toute seule pendant des heures. Puis d'un autre côté, elle pouvait être très responsable. Elle était très responsable. Donc, elle avait comme deux personnalités, si on veut. C'était une enfant qui était très altruiste. Elle était toujours prête à aider tout le monde. Jusqu'à la fin de sa vie, là, tout ce qu'elle a fait, elle a fait partie du camp Papillon à Montréal. C'était un camp qui était destiné, un camp d'été destiné aux adultes et aux enfants qui étaient handicapés physiques et mentaux. Et mon Dieu, c'était pas payant cette affaire-là, ça les payait peut-être $1, mais c'était quelque chose qui la valorisait beaucoup. Et puis elle a été là pendant 3 ou 4 ans, puis elle aimait ça, là, tu sais, donner de son temps, aider les autres, là, ça faisait partie d'elle-même. C'était une personne très généreuse de son temps et d'elle-même. Et puis finalement, elle a fini son cégep, elle a commencé l'université. Et à l'âge de 19 ans, elle s'est retrouvée, elle était chez moi en vacances et elle s'est retrouvée en psychiatrie tout l'été parce qu'elle avait des idées suicidaires. Et elle s'est rendue elle-même à l'hôpital. Et à force de parler avec le psychiatre, tout ça, on lui a déclaré la maladie bipolaire. Elle était atteinte de maladie bipolaire, des up and down tout le temps. Mais elle, c'était surtout des downs, si on veut, surtout des dépressions.
Elle a passé l'été là. Ça a été très, très difficile pour tout le monde, pour toute la famille de la voir là-dedans, parce qu'on sait que les psychiatres, au début, ben, pour essayer d'ajuster la médication, c'est très difficile pour eux, ça prend beaucoup de temps. J'ai été bourrée de médicaments les premiers temps. Là. Elle se tenait ses murs là, pour marcher, là, tellement qu'elle était zombie. Là. Puis moi, je me demandais s'il savait ce qu'il faisait. Puis j'étais très, très inquiète là-dedans. J'allais la voir régulièrement. Et puis, je ne la reconnaissais pas, naturellement. Ça a été très difficile. Ça a été un été très difficile. Elle est sortie de là. Puis quand elle est sortie de là, elle m'a dit, « Maman, plus jamais je retourne en psychiatre. Tu m'entends? Plus jamais. » Ça a été comme ça. Ensuite, elle est retournée aux études, mais avec la médication, tout ça, elle avait des problèmes de concentration. Elle n'a pas pu terminer. Elle est revenue à la maison. Elle a refait des tentatives de suicide. En 1 an et demi, elle avait fait 3 tentatives de suicide. Ça a été vraiment l'enfer. Vraiment, vraiment l'enfer. Le téléphone sonnait en dernier, puis je voulais plus l'entendre. Je sursautais. Assez qu'à un moment donné, j'ai demandé à Dieu, parce que moi je suis croyante, j'ai demandé à Dieu, si tu es pour venir la chercher, fais-le, puis vite, parce que moi je suis plus capable. Je vais devenir folle à entendre le téléphone sonner, me demander est-ce qu'elle a fait une autre tentative, est-ce qu'elle a réussi, qu'est-ce qui va arriver, parce qu'elle était en appartement par après, quand les tentatives sont arrivées, elle était en appartement à Montréal. Elle ne vivait plus chez nous. Donc, ça a été très difficile. Je me souviens, une journée de la fête des mères, un dimanche de la fête des mères, je reçois un téléphone, c'est Patricia au téléphone, qui me dit qu'elle était aux soins intensifs. Et puis, moi, je ne connaissais pas la maladie mentale. Okay? Je ne connaissais pas vraiment ça. C'était nouveau pour moi. Quelqu'un qui était bipolaire, tout le monde disait que la personne manipulait les gens pour obtenir ce qu'il voulait. Donc, pour moi, c'était de la manipulation. Parce que là, je me disais, c'est aux soins palliatifs, comment ça fait que c'est elle qui me parle? T'sais, pour moi, les soins palliatifs, tu es en danger de mort, tu ne peux pas parler au téléphone. Là. Moi, je le concevais comme ça. Donc, je me suis rendue à son chevet, puis j'étais très fâchée contre elle. Très, très fâchée contre elle. Je me disais, elle me fait ça la journée de la fête des mères. T'sais. En tout cas, j'avais de la misère à concevoir que c'était vraiment un appel à l'aide qu'elle faisait. J'entendais tellement dire que c'était de la manipulation, de ne pas me laisser embarquer là-dedans, que c'était parce qu'elle avait besoin d'attention. Je suis arrivée là, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu as fait encore? Puis pourquoi tu as fait ça? Puis veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais? Puis pourquoi? Puis bon, ça ne finissait plus. Et puis finalement, ben, je me suis sentie très coupable par après quand je me suis documentée sur la maladie et tout ça. Mais on ne peut pas retourner en arrière. Par après, je l'ai aidée beaucoup. Elle a fait partie des AA parce qu'elle a consommé beaucoup d'alcool aussi. Alcool, médicaments, drogue, ça a été le free-for-all pendant des années. Mais par contre, on lui a payé une thérapie. On lui a payé 2 ou 3 thérapies en fait. Mais finalement, la dernière a porté fruit. Et puis, s'est impliquée au sein du mouvement des alcooliques anonymes. Et ça l'a beaucoup aidé à reprendre sa vie en main, énormément. Elle a fait elle a organisé des réunions AA aux prisons Tanguay chez les femmes. Et puis, elle s'est vraiment bien impliquée, puis elle a repris sa vie en main. Elle est retournée aux études en technique de pharmacie. Elle s'est trouvée un emploi. Ça a été 10 ans d'accalmie, vraiment 10 ans. Un beau 10 ans là, où est-ce que je pensais que tout allait bien, où est-ce que je pensais qu'elle était enfin heureuse. Ma fille aussi était homosexuelle et c'est une enfant qui était très, très perfectionniste. Mais je pense que ça fait en quelque part partie de la maladie mentale. Ces gens-là sont très perfectionnistes, ces gens-là sont très intelligents. La majorité, je vous dirais, ont un quotient intellectuel plus élevé que nous autres, la normale, ce qu'on appelle la normale des gens. C'est des petits bolets qu'on appelle, là. Et puis, elle me l'a prouvé à maintes reprises. Je me souviens, quand elle étudiait en technique de pharmacie, elle venait passer des étés à la maison, puis je lui demandais ses leçons, tu sais. Puis elle savait tout ça par cœur. Il fallait qu'elle sache le dosage du médicament, le vrai nom du médicament, le nom que la pharmacie leur donne, pourquoi que le médicament est administré, tout ça. Là, je disais, mais Patricia, comment tu fais pour tenir tout ça? Ça n'a pas de bon sens, tu as un cerveau, tu sais, bionique, là. Moi, j'en revenais pas. Mais c'était vraiment une petite bolée. Et puis finalement, en 2005, alors que ma belle-fille est enceinte de son 3e enfant,
Patricia s'est suicidée. On a eu la nouvelle, c'est notre fils qui est venu, parce que moi je demeure à Mauricie depuis 2003. C'est notre fils qui demeure à Notre-Dame-du-Pérou qui est arrivé en plein milieu de la nuit, qui avait eu la nouvelle, lui, par la SQ, qui est arrivé pour nous donner la nouvelle parce qu'il avait refusé que les policiers nous contactent. Il voulait, lui, nous le dire. Il a été assez généreux de sa part de ne pas laisser les policiers venir nous avertir de ça. Il était à peu près 4 heures du matin quand mon conjoint m'a averti de ça. Et puis je vous dirais que même si ça allait bien depuis 10 ans, avec les tentatives de suicide, c'est comme si une partie de moi savait qu'il y avait toujours une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Quand il m'a dit « Patricia est décédée », mon cœur a fait « ça y est, elle s'est suicidée, elle a réussi malheureusement ». Puis ma tête a fait « bon, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'elle s'est fait frapper? Est-ce qu'elle s'est fait tuer dans un, je ne sais pas quoi là, je ne sais pas, c'était dans un bar, quoi que ce soit, ou si elle s'est suicidée? » Puis lui m'a dit « elle s'est suicidée ». Et puis finalement, ben, mon cerveau, mes oreilles, mon cerveau ont entendu ça, mais ça n'a pas descendu jusqu'à mon plexus solaire. Ça a resté gelé là. C'est comme si je réalisais pas vraiment ce qui était arrivé. Je savais qu'elle ne serait plus là. En passant, c'est ce qu'on appelle le choc. Après l'annonce d'un deuil comme ça, ou n'importe quel deuil, c'est le choc. C'est vraiment, il y a une partie de nous autres qui sait, il y a une partie de nous autres qui vit en parallèle. Je vivais comme un robot, mes yeux coulaient, les larmes coulaient, mais c'est comme si je ne savais pas pourquoi que les larmes coulaient. Ma tête disait, j'ai perdu quelqu'un, mais ma fille, non, ça ne se pouvait pas. C'était impensable que ma fille décède avant moi. Ça ne fait pas partie de la nature humaine, donc ça ne fait pas partie de la normalité des choses de la vie. On ne perd pas un enfant avant qu'on meurt, ça ne se peut pas, ça. Puis moi, je ne l'ai pas mis au monde pour que ça enlève la vie, donc. Tu sais, ça se peut pas, là, ça n'a pas de bon sens. C'est comme ça m'avait dit, ben bonjour maman, là, tu m'as fait le cadeau de la vie, mais tiens, je te le redonne en pleine face, j'en veux pas. C'est ça que ça a fait. Je me suis dit, ça se peut pas qu'elle ait fait ça, elle m'a pas fait ça, ça se peut pas, là. Tu sais, moi, je voulais qu'elle soit heureuse. Je pensais d'avoir tout fait pour qu'elle soit heureuse. Je me suis sentie énormément coupable, parce qu'en tant que parent, quand on met des enfants au monde, ben on est supposé les rendre heureux. Supposé, en parenthèse, on est supposé tout faire pour ça. Et puis savoir qu'elle n'a pas été heureuse assez pour combattre son mal à l'âme, ben ça a été l'émotion qui m'a suivie pendant des années et des années. Je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est très, très rare que je me sens coupable. Très rare. Ça va arriver. Dans différentes circonstances, ça va arriver. Mais je sais avec le recul que j'ai fait ce que j'ai pu faire avec ce que j'avais et ce que je savais de cette maladie-là. Je ne savais pas grand-chose, j'étais pas au courant de grand-chose, puis pour moi, personnellement, le suicide, c'est pas une option. J'ai jamais pensé au suicide. Bon, ça se peut pas, la vie est trop belle, on peut pas faire ça. Tu sais, c'est pas une question de religion, là, c'est une question de mentalité. Moi, j'aime la vie, puis pour moi, il y a toujours une solution à tout, là. On va creuser, puis on va en trouver une solution. Il y en a des solutions, il y en a plein. Mais je sais aujourd'hui que la personne qui souffre au moment où elle est en dépression, en grosse dépression, qui est vraiment en bas, ne voit pas d'autre solution. Pour elle, ce n'est pas une solution, c'est tout simplement une clé pour arrêter de souffrir. Je sais que ma fille ne voulait pas mourir, parce qu'elle aimait la vie, puis elle était joviale, elle riait facilement, Patricia, là. Tu lui montrais quelque chose sur Internet, là, une bande dessinée ou n'importe quoi, quelque chose de quelqu'un va sourire, elle riait aux éclats. C'était une personne qui aimait la vie, sauf que son mal d'être était trop fort à ce moment-là. Elle n'a pas pu vaincre. Ça pesait plus fort dans la balance que sa joie. Donc, ça a été difficile. Je me suis sentie coupable. La raison aussi pour laquelle je me suis sentie coupable, c'est que je vous ai dit tantôt qu'à un moment donné, j'avais demandé à Dieu de venir me chercher s'il était pour venir me chercher. Puis quand c'est arrivé, ben là, je lui ai dit, ben non, mais c'est pas ça que je voulais, t'as pas compris, tu sais, c'est pas vraiment ça que je voulais juste que ça arrête, ça, cette souffrance-là. Puis t'as pas compris, fait que j'étais en colère contre Dieu, j'étais en colère contre la vie. J'étais en colère contre moi, mais pas contre elle. J'ai jamais été en colère contre elle.
sauf un petit peu plus tard, je vais vous dire pourquoi. Parce que je me disais, je sais qu'elle a pas fait ça pour me blesser. Je sais qu'elle a pas fait ça pour me faire mal. Je sais qu'elle a fait ça pour se sortir de son mal, de sa détresse et de sa douleur. Je la connaissais trop pour savoir, c'était trop une bonne personne pour penser qu'elle avait fait ça pour me faire mal. J'en étais convaincue. Donc, je ne pouvais pas lui en vouloir. Je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Je ne serai jamais d'accord avec ce qu'elle a fait. Mais par contre, je peux comprendre pourquoi elle l'a fait. Ça, je le comprends. Mais je ne l'accepterai jamais. J'aurais bien aimé qu'elle fasse autre chose parce que je suis convaincue qu'elle avait encore beaucoup de choses à faire puis beaucoup d'aide à apporter à bien du monde parce qu'elle était tellement généreuse. Alors là, ça a été vraiment... j'avançais comme un robot. Vraiment, j'étais là puis j'étais pas là. J'étais là physiquement, mais mentalement, j'étais pas là. On est descendu chez mon fils, on a été préparé ce qu'il fallait pour le salon funéraire. C'est moi et mon fils que je choisis l'urne. Mon mari n'a pas été capable de faire face à ça. On a choisi ça sans broncher, sans pleurer. C'est comme si j'avais pas conscience de ce qui se passait. Vraiment pas. Je n'étais pas vraiment là. Et puis j'avais demandé que le cercueil soit ouvert. Pour moi, mais pas pour les visiteurs. J'ai demandé de l'avoir avant que les visiteurs arrivent. Mon fils, moi, ma belle-fille et la copine de ma fille, on a regardé le corps de ma fille. Et puis là, quand je l'ai vue, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas peignée comme elle était peignée d'habitude. J'avais pas pensé d'apporter une photo, puis ça. Puis là, dans ma tête, ça a fait, ça c'est le déni du deuil, dans ma tête, ça a fait, ah ben c'est pas elle. Elle n'est pas morte, elle est partie en vacances. Puis elle va me rappeler, parce qu'elle m'appelait à tous les jours, elle va me rappeler quand elle va revenir. C'est allé aussi loin que ça, le déni, dans mon cas. Pour moi, j'étais là, je ne sais pas pourquoi j'étais là, parce que c'est pas ma fille qui était là. Donc, j'étais au salon funéraire, je recevais la famille, les amis, mais je n'étais pas consciente vraiment du pourquoi que j'étais là. Donc, c'est nous autres qui consolaient les autres. C'est assez spécial, là, mais c'est ce qui est arrivé quand même. Tout le monde pleurait, puis nous autres disaient, ben non, ça va aller, ben non, ça va aller, parce qu'on ne réalisait pas là, notre perte. La réaction s'est faite peut-être 2 semaines après le deuil. Quand j'ai vu que ça faisait 2 semaines qu'elle n'appelait pas, là, je me suis dit, là, c'est pas normal. Là, ça se peut-tu que ça soit vrai, ce qui est arrivé? Ça se peut-tu que ça soit vrai qu'on n'en voit pas jamais? Là, ça a fait mal. Là, ça a été vraiment les émotions dégelées. Ça a été le désespoir, la colère contre moi, encore une fois, la tristesse, la grande braille, comme le père Monbouquette l'appelait. La grande braille, j'aurais pas su ce que c'était si je n'avais pas perdu ma fille. J'ai perdu mes parents, j'ai perdu mon frère. La même année, j'ai perdu mon frère. J'ai perdu 2 autres personnes proches de moi. Mais par contre, perdre un enfant, c'est différent totalement. Puis la grande braille, c'est vraiment là, ça vient te chercher à l'intérieur de toi, c'est les tripes qui s'ouvrent, c'est un vide total, j'avais l'impression de tomber dans un trou. Et puis, ça fait vraiment mal. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous autres qui écoutent le téléroman Mémoire vive. En tout cas, hier soir, il y a une des personnes qui a vécu... moi, je la voyais, là, puis je me disais, mon Dieu, elle est en train de vivre la grande braille. Vraiment, de la façon qu'elle pleurait. Je me disais, là, je me suis dit, oui, je me reconnais là-dedans. Là. C'était vraiment, là, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est pas juste des larmes qui coulent, là. C'est tout ton corps qui réagit. Puis par après, un suicide, ça a beaucoup d'impact aussi sur la santé physique, mentale et sociale de l'endeuillé. Je vous dirais que par après, j'ai dû prendre 6 mois de congé, 6 mois de dépression, 6 mois d'aide, parce que je suis allée chercher de l'aide. J'ai été voir une psychologue au départ. Et puis, malheureusement, ça ne m'a pas aidé. Pas que la psychologue n'était pas bonne. Excusez. Pas que la psychologue n'était pas bonne, mais quand on n'a pas vécu le suicide d'un proche, c'est difficile de se mettre dans la peau de l'autre. Et puis, j'ignore aussi si la psychologue était spécialiste en deuil. Je ne le sais pas, je ne l'ai pas demandé. J'étais tellement perdue, je ne l'ai pas demandé.
Mais je sais qu'elle n'a pas su venir me chercher, donc je la manipulais, puis je lui disais bien ce que je voulais lui dire. Donc, ça n'a pas porté fruit. Je suis allée peut-être pendant 6 fois. Puis, entre ça, il y a un de mes amis, un couple d'amis, qui m'ont trouvé le nom et le numéro de téléphone du Centre de prévention suicide de ma région. Et puis, tout de suite, je n'étais pas prête. C'est mon conjoint qui a appelé avant. Lui, il s'est fait suivre avant moi. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bien là, avec la psychologue, ça ne fonctionne pas. J'ai besoin d'aide. Il faut que j'aille chercher. Je ne pourrais pas m'en sortir toute seule. C'est sûr et certain, ça faisait trop mal. Donc, j'ai téléphoné et le lendemain, j'avais un rendez-vous en suivi personnel. Et la première question que l'intervenante m'a posée, ça a fait fondre mes arrières et la barrière est tombée. J'ai pleuré et ça a fait que ça m'a aidé beaucoup, ça m'a ouvert à recevoir l'aide que j'avais besoin, dont j'avais besoin. Et je les remercie beaucoup, ils m'ont aidé énormément, ils m'ont tenu la main pendant que je traversais ça. Et ces 6 mois-là, moi j'ai écrit beaucoup, mais ce que je ressentais, ce que je faisais de mes journées, ce que je ressentais face à Patricia, je la cherchais. Je me souviens au début, là, je me promenais dehors, je prenais des marches dehors, parce que moi je vis pratiquement dans le bois, puis ça a été une thérapie extraordinaire, ça aussi. Je marchais, là, puis je regardais les nuages, là, puis je disais, mais t'es où, Patricia? T'es en haut, mais t'es où? Pourquoi est-ce que je te vois pas? C'était tellement... je la cherchais vraiment partout. C'était vraiment... J'étais désespérée. J'étais vraiment désespérée. Et puis le fait d'écrire, ça m'a aidé énormément. Un soir aussi, à un moment donné, j'étais assise à la télévision toute seule. J'étais assise à l'ordinateur, c'est-à-dire, puis j'avais ouvert la télévision. Puis habituellement, quand je m'assois à l'ordinateur, je n'ai jamais lu. Là, la télé est ouverte. Et puis, c'était l'annonce de l'émission Pierre Lamarche, qui était pour recevoir des médiums. Puis, à un moment donné, ça m'a dit, bien là, je veux savoir, Patricia, si tu es enfin heureuse. Mais comment je vais faire pour le savoir? J'ai 2 choix. Ou je fais comme toi, ce que je ne veux pas faire. Puis l'autre choix, c'est quoi? C'est comme si quelqu'un m'avait soufflé à l'oreille, bien, maman, va voir un médium. J'ai jamais cru à ça, moi. Moi, je suis vraiment, là, ça, j'y crois, ben, j'y touche. Mais autrement, là, je ne crois pas à ce que je touche pas. OK, j'ai bien de la misère avec ça. Mais là, je me suis dit, j'ai pas le choix. Je veux savoir, je veux être certaine qu'elle n'a pas fait ça pour rien. Si elle a fait ça, au moins qu'elle soit heureuse aujourd'hui. Donc, j'ai regardé l'émission, et puis la personne que j'aurais voulu voir ne fait plus de rencontres personnelles. J'étais très déçue. Puis là, je me suis dit, je vais faire quoi? Et puis, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. En 2004, et la vie a mis sur mon chemin un couple d'amis. Ben, je vous en ai parlé, ce couple d'amis-là, mais la dame en question, la dame du couple d'amis, moi, je ne les connaissais pas, ces gens-là, avant. Mon conjoint travaillait avec le conjoint. Et puis, on les avait invités, lui les avait invités pour visiter la région, parce qu'on était rendus ici depuis peu. Et puis, ils sont venus, là, 2 jours, mettons. Puis, ça a cliqué tout de suite avec elle, c'est comme si je l'avais connue depuis 25 ans. Puis, habituellement, moi, avant de cette Patricia, ben, j'ai beaucoup changé depuis, là, je suis totalement une autre personne. J'étais un petit peu sauvage, c'est bon. Je vous dirais, être amie avec quelqu'un tout de suite comme ça en partant, non. Il fallait que j'étudie la personne, il fallait qu'on m'amadoue un petit peu avant. Et puis elle, ça a été automatique. Heureusement, parce que j'ai vu par la suite que cette personne-là a été placée sur mon chemin pour m'aider à traverser mon deuil. C'est vraiment elle qui m'a aidée. C'est elle qui m'a écoutée. En plus des intervenantes, mais j'avais besoin de quelqu'un en dehors aussi de ça. J'avais besoin de quelqu'un qui était... qui ne connaissait pas la maladie mentale, qui ne connaissait pas ma fille plus que ça, l'avait vue une fois, qui ne me connaissait pas plus que ça non plus, puis quelqu'un qui avait une bonne écoute, un bon jugement, puis qui était de bons conseils. Puis je l'ai trouvé, j'ai tout trouvé ça dans cette personne-là. C'est encore ma meilleure amie, c'est ma sœur de cœur. Je ne pourrais pas l'oublier, elle est retournée à Montréal. Eux autres, par après, ils ont quitté Montréal, ils sont revenus à Saint-Jean-des-Piles, ils ont acheté une maison à Saint-Jean-des-Piles, ils ont vécu là 5 ans, mon deuil a duré 5 ans. Par la suite, ils ont été appelés à retourner à Montréal, et on est encore amis, c'est sûr, mais on ne se voit plus aussi souvent.
Donc, c'est comme si la vie m'a fait ce cadeau-là pendant 5 ans, le temps que j'en avais réellement besoin. Puis ensuite, ben, il l'a retiré un petit peu, mais je vais la voir, elle vient me voir, tout ça, on s'appelle à toutes les semaines, c'est sûr, mais c'est quelqu'un de très, très, très précieux dans ma vie. Et puis cette femme-là, ben, je lui ai dit, j'ai dit, Joanne, il faut que je voie une médium. Là, Joanne m'a dit, c'est une bonne idée, mais elle dit, tu ne peux pas voir n'importe qui. Parce que tu as assez de mal comme ça, si tu vois n'importe qui, on peut empirer ta douleur. Oui, j'ai dit, c'est vrai, c'est un bon conseil. Elle dit, fie-toi à moi, la vie va t'apporter, à un moment donné, va te mettre quelqu'un sur ton chemin, puis ça va te mener à ça. Mais croyez-le ou non, c'est ce qui est arrivé. C'est Joanne qui m'a apporté ça. À un moment donné, on est en train de déjeuner tranquille, et puis elle me dit, j'ai un cadeau pour toi. Ah oui, c'est quoi? Elle dit, écoute, je vais t'expliquer ce qui est arrivé. Elle dit, je suis allée aujourd'hui dans une boutique où est-ce qu'ils vendent les cartes de vœux, tout ça. Puis elle dit, je cherchais une carte pour ma belle-sœur pour sa fête. Puis elle dit, en même temps, j'ai vu un beau texte. Puis j'ai pensé à toi puis ton conjoint. Fait qu'elle dit, j'ai acheté une carte, puis j'ai demandé à la dame si je pouvais copier ce texte-là dans ma carte. Elle m'a dit oui. Puis la dame m'a dit, c'est pour qui? Est-ce que je peux vous demander c'est pour qui? Puis Joanne de lui dire, ben c'est pour des amis qui ont perdu une fille. La dame a dit, la fille était malade? Non, par suicide. Ah, est-ce qu'ils sont allés chercher de l'aide? Elle dit oui, ils sont traités ou sont prévention suicide. Mais elle dit, c'est pas ce genre d'aide-là que je veux dire. Elle dit, moi je connais une médium qui a déjà aidé la mère d'un garçon qui est décédé par accident, mais par contre. Puis c'est une personne qui est très honnête, qui est très sensible, tout ça. Fait que Joanne a dit, est-ce que je peux avoir son numéro de téléphone? Puis c'est une dame de région, pas tellement loin de chez nous. Elle prend son numéro de téléphone. Fait que là, elle me dit, Gisèle, elle dit, je te le donne sur un plateau d'argent, t'en fais ce que tu veux. Fait que là, je l'ai pris, puis je me suis dit, oui, je vais l'appeler, mais quand je vais être prête. Ça, c'était au mois de juin, peut-être. Un matin de septembre, je me lève, puis je me suis dit, c'est aujourd'hui que ça se passe. Là, c'est aujourd'hui que j'appelle la médium. J'ai besoin. J'ai de plus en plus besoin. Là, c'est une urgence. J'appelle la dame. On est en septembre. Puis là, je lui dis, il y a une condition. Il faut absolument que Joanne m'accompagne. Joanne travaillait. Moi, j'étais en arrêt de travail. Je veux qu'elle soit avec moi. Donc, il y a telle journée dans les semaines où est-ce qu'elle peut venir. Fait que là, elle me donne une date qui tombait le 13 octobre, la journée même de ses 1 an d'anniversaire de décès de ma fille. Tout le monde peut y aller, parfait, on y va. Elle m'a apporté certaines réponses. Sur le coup, non. Sur le coup, je n'ai rien vu. Parce que j'étais tellement mécréante. J'étais pas naïve là-dedans, puis j'avais peur de me faire embarquer dans quelque chose. Fait que j'assimilais pas vraiment. J'avais apporté une enregistreuse, une chance, parce que j'ai pas tout capté ce qu'elle m'avait dit. Puis rendu chez nous, j'ai dit à Joanne, est-ce qu'on peut le réécouter? Parce que j'ai dit, il me semble que, je sais pas, il me semble qu'il n'y a pas d'allure, ce qu'elle m'a dit. Elle m'a rien apporté, cette femme-là. On l'a réécouté, puis réécouté. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, il y a peut-être telle affaire, mais la seule chose qui m'a vraiment frappée, c'est qu'elle m'a dit, votre fille vous fait dire, elle aimerait ça que ce soit une journée de fête aujourd'hui et non une journée triste. Mais la dame, la question, ne savait pas que ça faisait 1 an, cette journée-là, que Patricia était décédée. Elle était pas au courant de ça, je ne l'avais pas dit. Je lui en disais le moins possible pour ne pas me faire embarquer, justement. Et puis ça m'a frappée. Je me suis dit, elle ne pouvait pas le savoir. Comment ça se fait qu'elle m'a dit ça? Elle ne pouvait pas le savoir. Ça se peut qu'elle ait vraiment communiqué avec ma fille. Là, je me disais, en tout cas. Puis à un moment donné, elle me dit, est-ce que votre fille avait un chat noir? J'ai dit, ma fille a plusieurs chats, mais noir, non, pas vraiment. Puis par après, ben, elle dit, elle fait dire que le chat noir est allé la rejoindre et puis qu'il va être avec elle tant et aussi longtemps qu'elle va en avoir besoin. C'est tout ça pour. Après ça, j'ai dit à Joanne, t'as une autre chat noir. Moi, j'en ai aussi un chat noir, puis ça fait à peu près ça fait plus qu'1 an qu'il est parti, ce chat-là, puis je ne l'ai jamais revu. Entre autres, d'un addon, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est le 13 octobre, puis mon conjoint, à cette période-là, il part à la chasse. Il revient la fin de semaine d'après. Puis la journée, la veille, je crois, moi j'avais un chat à ce moment-là, puis j'avais mis mon chat dehors. Puis à un moment donné, j'étais en train de faire la vaisselle, la porte d'intérieur était ouverte, puis la porte claque. Je me suis dit, c'est mon chat gris qui veut rentrer, c'est Speedy qui veut rentrer. J'arrive,
C'est le gros chat noir que je nourrissais qui était à la porte. Mais là, il y avait comme un collier gris, un collier de poils gris qu'il n'y avait pas quand je l'ai perdu. Bien, je vais le savoir si c'est lui. Moi, je l'appelais Muffin parce qu'il il avait l'air d'un gros muffin au chocolat plein de poils. Fait que j'ai dit, si c'est lui, je vais m'asseoir par terre. Si lui, il va venir, puis il va se coller, parce qu'il colle au chat. J'ouvre la porte, je m'assois à terre, il s'en vient, il se colle sur moi. Je me penche, puis je regarde. Il y avait le petit collier anti-puce que j'avais mis dans le cou. Là, j'ai dit, ben voyons donc, ça se peut pas. Ça n'a pas de bon sens. Là, je l'ai nourri, il est resté là 2 jours. Le temps que mon conjoint vienne de la chasse et le voit aussi, parce que lui, il ne croyait même pas à la vie après la mort. Mon conjoint, lui, quelqu'un est mort, il est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Bon. Pour lui, elle n'existait pas dans un autre monde. Pour moi, elle existe toujours dans un monde parallèle. Elle est toujours avec moi. Elle est là pour nous aider, mais lui, il ne croyait pas. Et puis, il est arrivé plusieurs choses, puis il n'a pas eu le choix de croire, là. Mais ça, je vous dirais, quand j'ai dit, va voir sa galerie, on a un visiteur. Il a dit, qui ça? Va voir. Il arrive à sa galerie, puis il voit le chat. Ben, il dit, voyons donc, ça à Muffin. C'est Muffin. Regarde son collier, c'est lui. Puis là, j'ai expliqué ce que la médium m'avait dit, il n'en venait pas. Fait que ça a été, bon, un réveil, mettons, mais après ça, il y a eu d'autres choses que je ne vous conterai pas parce que ça serait trop long, là, pour signifier que oui, effectivement, les personnes décédées, les âmes restent là, puis ils sont là, on peut les contacter par pensée, puis en tout cas, Patricia, moi, est toujours avec là, sa photo avec moi, sa photo est là, puis c'est elle qui me demande, en fait, moi je le vois comme ça, qui me demande de redonner ce qu'elle aurait donné. Parce qu'elle aimait tellement donner aux gens, elle aimait tellement aider, que j'ai pris comme héritage du deuil une qualité à elle qui était énorme, c'est le don de soi. Puis je le mets en application depuis qu'elle est partie, puis je me dis, bien, tout ce que je peux faire, je n'ai pas pu aider à ce qu'elle reste avec nous, mais je peux au moins continuer de faire ce qu'elle aurait aimé que je fasse, c'est de donner au suivant. C'est la raison pour laquelle je suis ici, puis c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre, j'ai écrit mes émotions, j'ai écrit des lettres à ma fille. Parce que suite à la visite au médium, moi j'ai dit à ma chum Noire, c'est bien beau les médiums, là, mais j'ai dit, moi, ce que j'aimerais, c'est la contacter directement, ma fille. Tu sais, je ne veux pas passer par un médium, moi, je vais y parler directement. Pourquoi je ne l'ai pas, ce nom-là? Là, elle me dit, bien, tu peux le faire. Ben voyons donc, comment je peux le faire? Écris-lui. Ah, pas de mauvaise idée, ça. C'est sûr que je n'aurai pas de réponse, mais garde au moins, je vais garder un contact avec elle. Fait que c'est ce que j'ai fait, effectivement. C'est ce que j'ai fait. J'avais recommencé à travailler à ce moment-là, ça fait que je gardais toutes mes soirées pour écrire à ma fille. J'écrivais, au début, là, pendant au moins 2 mois, j'écrivais tous les soirs, tous les soirs. Je disais comment je me sentais. Je ne la blâmais pas. Je lui disais que je confiais son âme à Dieu, que j'avais toujours été fière d'elle, que je l'aimais toujours inconditionnellement et puis que j'espérais qu'elle soit heureuse. Ça, c'était au début. Je ne voudrais pas rien demander parce que je me disais, elle a tellement souffert de ce côté-ci, je ne suis pas recommandée à lui demander de m'aider. Elle a assez à prendre soin d'elle que je vais respecter ça. Et puis, par la suite, ben, j'ai commencé tranquillement. Je me suis dit, ben là, elle va aller mieux. Même moi, je ne vais pas mieux. Fait que je vais commencer à lui demander si ça peut m'aider. Fait que là, je disais, ben Patricia, tu sais que j'ai de la difficulté, j'ai de la misère à me concentrer, aide-moi. Tu sais, il faut que je travaille, j'ai pas le choix de travailler, on a besoin, mais j'ai de la difficulté à me concentrer. Et puis, bon, à force d'être retournée au travail, naturellement, puis peut-être avec son aide, ça, j'en aurais jamais la preuve, mais j'ose le croire, ben, finalement, ça a été de mieux en mieux. Et puis, à un moment donné, il y avait trop de stress au travail, je disais à mon conjoint, c'est correct, si je lâche ça, je vais me trouver autre chose. Il dit, oui, on a assez de stress dans que tu n'as pas besoin d'en subir d'autres. Fait que j'ai lâché ça, j'ai pris 6 mois sabbatique. Et puis, je me suis trouvé un autre travail pendant 4 ans. Et puis après ça, j'ai lâché encore parce qu'il y avait encore trop de stress. Et puis après ça, ben, je suis allée travailler 3 ans de données fiscales. Puis au bout de 3 ans, j'ai dit, là, je vais avoir 60 ans, c'est assez. C'est assez, j'ai fait ma part, là, je vais faire autre chose. Puis à ce moment-là, ben, je faisais partie, je suis restée au centre de prévention suicide comme bénévole.
J'ai fait du secrétariat comme bénévolat. Je fais partie des membres du CA, du Centre de prévention du suicide. Et je vais souvent garder, répondre à la ligne téléphonique d'administration, on s'entend, parce que je ne suis pas une intervenante. Je n'oserais jamais aller répondre à des gens qui ont besoin. Je ne suis pas équipée pour ça, mais pas du tout. Je ne dois pas leur nuire, mais par contre, la ligne d'administration ne peut pas n'a pas répondu. Donc, c'est toujours un membre ou une membre du CA qui va répondre. Puis justement, demain matin, je vais être là. Alors, j'essaie de remettre ce qu'ils m'ont donné de cette façon-là. Et puis, je crois à la cause beaucoup. Je suis allée à la marche à Granby, la marche de Yamaska. Je suis allée là, j'ai aimé beaucoup. Je suis consciente que ce n'est pas tout le monde qui allait là pour la cause, on s'entend. Hein? C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont allés pour aller avoir des signatures, des autographes des comédiens. Puis c'est correct aussi. Sauf que ce que j'ai trouvé correct de la QPS, c'est que si tu t'inscris, tu marches. Et puis tout le monde a marché. Tout le monde marchait en silence. Et puis, en tant qu'endeuillée, puis j'étais pas la seule, je me suis sentie soulevée par cette foule-là de plus de 5000 personnes. Je me suis sentie soulevée, je me suis sentie appuyée, je me suis sentie comprise. Je suis revenue chez moi, là, pleine d'adrénaline, puis je me suis dit, oui, le monde comprend que c'est une cause qui vaut la peine, puis le monde comprend que les gens ont besoin, les gens souffrent. Et puis, il y a des façons de faire. On va trouver une façon de faire pour aider à sauver ces gens-là. C'est sûr que des solutions, il y en a. Il s'agit de se mettre ensemble et d'en trouver parce qu'il y en a. Donc, en 2009, finalement, j'ai décidé de publier mon livre. Pour 3 raisons. Premièrement, comme thérapie personnelle. Je me suis dit, c'est quelque chose qui va m'aider. C'est quelque chose qui va se un pas vers l'avant. Puis je le faisais, deuxièmement, pour Patricia, en sa mémoire, pour faire connaître Patricia, parce que c'était une personne extraordinaire. Puis je voulais pas qu'elle reste... je voulais pas que ça soit fini pour elle. Là. Je voulais vraiment que les gens continuent de dire son nom, continuent de penser à elle de quelque façon que ce soit. Et puis, troisièmement aussi, c'est... J'ai fait partie, et je fais encore partie à l'occasion, parce que là, les intervenants ont moins de temps, comment est-ce qu'on appelle ça? Un groupe d'entraide pour personnes endeuillées au Centre de prévention suicide. C'est l'intervenant qui a monté ça. Un groupe pour les femmes et un groupe pour les hommes. Ça, j'ai trouvé ça merveilleux parce que moi, il y a des choses que je n'aurais pas dites devant mon conjoint et je sais qu'il y a des choses qu'il n'aurait pas dites devant moi non plus. On n'a pas vécu notre deuil ensemble. On l'a vécu séparément parce qu'un deuil, ça se vit. En tout cas, selon moi, un deuil comme ça se vit seul. Moi, je l'ai vécu seule. Je ne pouvais pas partager des choses avec mon conjoint. Puis il n'était pas question. Ce que j'avais peur aussi en vivant ensemble, c'est que je ne voulais pas qu'on commence à dire c'est de ta faute, c'est de ma faute, c'est tu sais. Parce que souvent, dans ce temps-là, on cherche un coupable. Puis finalement, il n'y en a pas de coupable. Le coupable, c'est la maladie. Il n'y a pas personne d'autre qui est coupable de ça. C'est la maladie qui est coupable de ça. Et puis c'est la personne qui baisse les bras, malheureusement. Mais l'entourage n'est pas coupable de ça. L'entourage subit. L'entourage subit la maladie, subit le suicide. On est impuissant devant ça. Et l'impuissance, ça fait mal. Ça nous laisse démunis, vraiment démunis. On ne sait pas quoi faire avec ça. Ça fait que, moi, je l'ai vécu seule, à ma façon. J'ai écrit, j'ai parlé. J'en parle encore. En parler, ça m'a fait énormément de bien. Moi qui ne parlais pas avant, aujourd'hui, je passe mon temps à parler, hein, ça paraît-tu? J'en dis, j'arrête pas, puis j'ai besoin, c'est un besoin viscéral de parler de ça. À chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression d'enlever une couche de mon deuil. Plus j'en parle, plus c'est facile d'en parler. Moins j'en parlais au début, plus ça faisait mal. Puis ça, j'ai réalisé que c'est vrai, parce que mon conjoint, lui, on n'en parle pas, pratiquement pas, puis il vient de sortir d'une dépression. Ça fait même pas un an. De la dépression suite au suicide. Parce qu'il n'en parle pas. Moi, j'en parlais, ben, c'est à la tête. Je me disais, ben, j'en parle. S'il n'est pas capable de l'entendre, il va changer de place. Moi, j'en parle, ça devrait l'aider. Puis si ça ne l'aide pas, ben, il se tassera. C'est plate, là, mais c'est comme ça. Puis, à force d'en parler, à force de parler de médium, là, je dis médium, là, j'essaye pas de passer le message ici. Je
Je ne vous dis pas d'aller voir un médium, c'est pas ça mon but. Pas ça du tout. Moi, je vous dis ce que moi, ça m'a aidé. Je vous parle de mon expérience personnelle. Je ne suis pas là pour vanter les mérites du médium. C'est pas, ça a peut-être l'air de ça, mais c'est pas ça. Loin de moi, cette idée-là. J'ai lu énormément. Je suis allée chercher des livres à la bibliothèque sur le suicide. J'ai lu énormément sur le suicide. J'ai lu énormément sur la maladie mentale. J'ai lu énormément sur le deuil. Je suis allée sur le site de la Maison Montbourquette. J'ai lu sur les étapes du deuil. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi je me suis sentie comme ça. Pourquoi au bout de 6 mois, je ressortais encore les mêmes émotions. C'est normal. On n'est pas tous à la même place au même moment. On ne vit pas tout le deuil au même rythme. Puis je pense qu'il faut y aller selon sa personnalité, selon ses besoins. Moi, j'ai entendu souvent des professionnels même, de la santé, dire qu'un deuil, ça ne devrait pas prendre plus qu'un an ou 2. Je regrette, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Un deuil, c'est personnel, ça se vit comme on se doit de le vivre, il faut y faire face. Puis c'est ce qui m'a aidé, moi, c'est d'y faire face à mon deuil. Si je l'avais tassé, faire semblant que j'ai pas mal, tout ça, je serais encore dans ma douleur de 2005 aujourd'hui. Puis parce que j'ai combattu cette douleur-là, parce que j'y ai fait face, parce que j'ai su, c'est pas pour me mentir que je dis ça, là, je l'ai fait parce que j'avais besoin de me sortir la tête de l'eau. Je l'ai fait par besoin, je l'ai fait par survie. Il fallait que je pleure. Puis je me souviens, à un moment donné, on était allés aux îles de la Madeleine avec une couple d'amis, Joanne, son conjoint, puis mon conjoint. Puis on a fait pas mal de choses ensemble, on a visité des places, tout ça. Puis à un moment donné, je me sentais pas bien, puis je me sentais pas bien, puis je me sentais pas bien. Puis pas physiquement, je me sentais pas là. À un moment donné, j'ai dit à Joanne, je dis, écoute, peux-tu emmener les gars en quelque part aujourd'hui? Moi, je vais rester tout seul aujourd'hui. Elle dit, t'es sûre que ça va? J'ai dit, oui, ça va, j'ai besoin d'être seule. Là, j'étais seule, j'ai écrit. J'ai écrit à ma fille. Je lui ai décrit tout ce que je voyais de beau. Puis je lui disais, ben, c'est plate que tu ne sois pas là pour le partager avec moi. J'aurais aimé ça, que tu vois ça, tu aurais aimé ça. Et puis je lui disais, ben, ce que je trouve le plus difficile aujourd'hui, c'est que je vais ramener des souvenirs à ton frère. Mais toi, je ne peux pas. Je ne peux pas t'en ramener. Je ne saurais pas quoi. Puis ce ne serait pas tangible. Mais le seul cadeau que je peux te faire, c'est de passer du temps avec toi aujourd'hui, en pensée, en écriture. Et puis, ça m'a fait tellement bien. C'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin de pleurer. J'avais besoin d'enlever une couche de mon deuil. C'est pour ça que je me sentais pas bien. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à plus écouter mon corps. Puis, du moment que je me sentais pas bien, que je me sentais dans ma bulle, puis que j'avais pas le goût de rien, bien là, je me retrouvais toute seule au sol, avec une bougie, la photo de ma fille, je faisais des mandalas. Savez-vous c'est quoi un mandala? Oui, la plupart du monde. Je coloriais un mandala. Ça a été un bon outil que l'intervenante du Centre de prévention suicide m'a donné. Et puis, ça m'a aidé énormément à faire monter les émotions, à pleurer. Puis quand ça ne marchait pas, j'écoutais des chansons tristes. Il faut être masochiste, hein? Non, c'est un outil. C'est vraiment un outil. J'avais besoin de pleurer. Puis quand ça ne sort pas, ça fait mal en dedans. Puis là, quand ça sortait, après ça, ça faisait... Là, je me sens bien, je suis bonne pour encore un bon bout. Puis là, je faisais ça à chaque fois, j'enlevais des écailles de mon deuil. Puis aujourd'hui, la plupart du temps, je suis capable d'en parler sans pleurer. Je suis capable de... Je suis allée visiter une personne que je connais, qui faisait partie du groupe d'endeuillés par suicide, c'est un homme, qui avait perdu un fils, je ne sais pas il y a combien d'années, qui a perdu sa fille par suicide il y a 2 semaines. J'ai appelé l'intervenante, puis j'ai dit, écoute, je pense qu'on devrait aller le voir. Hein? Elle a dit oui. Tu veux venir? J'ai dit oui. Je suis capable aujourd'hui de séparer ma douleur de la douleur des autres. Ça ne m'appartient pas, cette douleur à lui. Je sais à peu près ce qu'il peut ressentir. Ça me fait de la peine. Mais ça ne vient pas me chercher comme si c'était ma fille. Je suis capable de séparer ça. Là. Ce qui m'appartient, appartient pas aux autres. Je ne demande pas aux autres de le vivre à ma place. Puis ce qui appartient aux autres, ça leur appartient. Puis il ne faut pas qu'ils me demandent de le vivre à leur place non plus. Je suis là pour les aider, je suis là pour les appuyer, mais je ne rentre pas là. Tu sais, c'est pas de la sympathie, c'est de l'empathie. Sympathie, c'est se mettre à la place de l'autre, puis de l'empathie, c'est vraiment
d'accueillir l'autre dans sa douleur. C'est complètement différent. C'est vraiment différent. Donc, ça a été ça. Ensuite, je suis retournée au travail et puis je vais voir les petits-enfants le plus possible. Puis je vous ai dit tantôt, là, je suis chaude du coq à l'âme, hein, parce que j'essaie d'en dire beaucoup en peu de temps. La colère. La colère envers ma fille, c'est venu quand mon petit-fils, qui avait 4 ans et demi quand elle est décédée, 6 mois après, a fait comme une espèce de convulsion. Cet enfant-là, c'est un enfant qui est très, très renfermé, qui est calme, qui ne parle pas beaucoup. Puis il a eu connaissance, à 4 ans et demi, là, tu sais, il adorait sa tante, puis l'autre avait 2 amis. Il adorait sa tante, ces enfants-là. C'était, tante Pat, c'était un jouet ambulant pour eux autres. C'était merveilleux de les voir ensemble, là. Elle se couchait par terre, puis sautait sur eux autres, puis elle adorait ces enfants-là. Et puis, quand Patricia est décédée, naturellement, on s'en allait chez mon fils, chez mon petit-fils. Il a bien vu qu'il y a quelque chose qui se passait pas. Tout le monde était là, sauf tante Pat. Il a pas posé de questions, lui. Il a bien vu qu'on avait la face longue. On ne pleurait pas devant lui, on n'osait pas, on ne savait pas qu'il fallait le faire. OK? Aujourd'hui, je le sais, je le conseille aux autres. Il faut montrer aux enfants qu'on a de la peine. C'est important de le faire. Mais nous autres, on voulait le préserver. On ne voulait pas qu'il y ait de la peine. Mais il y en a eu pareil, cet enfant-là, mais il ne l'a jamais dit à personne. Donc, à un moment donné, 6 mois après, c'est comme si son cerveau avait disjoncté. C'est comme si ses émotions étaient tellement fortes qu'il ne savait pas quoi faire avec. Puis ça a sauté. Tout a sauté. Il a fait des convulsions. Ils ont appelé l'ambulance. L'ambulance est venue chercher. Mon fils embarqué dans l'ambulance. Ils sont allés à l'hôpital pour enfants à Montréal. Passer tous les tests possibles et impossibles. Ils pensaient que de la façon qu'il a fait ça, que c'était de l'épilepsie qui commençait. Finalement, ils se rendent compte qu'il n'y avait absolument rien cet enfant-là. Puis quand il s'est sorti, en sortant de l'hôpital, le soir même, il était assis dans son banc en arrière avec sa mère. C'est François qui conduisait. Il dit à sa mère, il dit, « Maman, hein, tante est morte, hein? » Il n'en avait jamais parlé avant. C'est comme, il a compris. Ce soir-là, il a compris. Il a fait comme moi, là. Sauf que moi, j'ai été les émotions ont gelé 2 semaines. Lui, on gelé 6 mois. Un enfant, c'est fragile. Ça ne sait pas quoi faire avec ça. Puis nous autres, on n'était pas armés pour l'entourer puis pour l'aider à sortir ses émotions-là. Aujourd'hui, je trouve ça important. Il y a un livre, justement, qui s'appelle « Mort, mais pas dans mon cœur » de Mme Masson, Josée Masson. C'est un petit bijou de livre, c'est sur des enfants endeuillés. Elle travaille avec les enfants endeuillés. Je l'ai lu et relu ce livre, je l'adore. C'est vraiment, ça lui dit quoi faire avec un enfant endeuillé, comment l'entourer, comment l'aider à surmonter ça, à surmonter cette douleur-là, comment être capable de mettre un nom sur cette douleur-là. C'est très, très important. Donc, ma colère est venue à partir de ce moment-là. Là, j'étais à Patricia, j'ai dit, écoute, nous autres, on est des adultes, on peut peut-être dealer avec ça, quoi que ça fait mal, mais on va s'en sortir. Mais les enfants n'avaient pas vivre ça. Tu n'avais pas le droit de faire ça aux petits. Puis je comprends même pas, avec l'amour que tu leur vouais, que tu aies fait ça. Là, j'étais vraiment en colère contre elle. La colère a sorti. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a vraiment pas duré longtemps. Je n'ai pas été capable de rester en colère contre elle. Je me suis dit, regarde, elle était tellement souffrante que si elle avait su tout le mal qu'elle faisait, je pense peut-être qu'elle ne l'aurait pas fait, je ne sais pas. On peut se faire des scénarios autant qu'on autant, on ne peut jamais savoir. Mais c'est ça. Fait que... ah oui, pas super. Pas super. Je pensais que c'était plus bien que ça. Moi, j'ai eu la chance, si on peut dire, que ma fille nous laisse des lettres. Ça fait partie de sa générosité. Hein? Elle nous a laissé beaucoup de lettres. Beaucoup de lettres. Elle nous a laissé une lettre de 12 pages pour expliquer comment elle se sentait depuis qu'elle était toute petite. Elle a laissé une lettre d'adieu à son frère et à sa belle-sœur, une lettre à son amoureuse, une lettre à son père et une lettre à moi. Et puis, je vais vous lire juste quelques passages pour vous faire comprendre. C'est juste pour se mettre un petit peu dans la tête d'une personne qui est vraiment désespérée. Ce qu'elle peut penser, puis ce qui peut la pousser
du verso. OK? C'est en jaune, je vois pas. OK. Elle écrit, là, ça se peut que les émotions montent. Pas grave. Je l'accepte. En ce moment, j'ai tout ce qui pourrait me rendre heureuse. J'ai des parents merveilleux que j'aime et qui m'aiment. Un frère et une belle-sœur de qui je me sens appréciée. Une blonde en or que j'adore, que j'aime et de qui je me sens aimée. 2 neveux merveilleux qui m'apportent tellement d'amour gratuit. Plein de gens autour de moi, mais un vide intérieur immense. J'en peux plus d'avoir mal en dedans. Que les médicaments n'arrivent pas à me soulager un peu. Ça fait presque 3 mois que ma décision est prise. 3 mois. J'ai parlé la veille, moi. Ça paraissait pas. Je pense que cette fois-là, c'était pas un appel à l'aide. Cette décision était prise. Il n'y avait personne n'intervient. Que ma décision est prise, j'ai remis ma première date pour donner une chance aux médicaments. Là, je crois tout. Si je pouvais éviter tout ça, je vous jure que je le ferais. Si ça pouvait qu'impliquer que moi, ce serait idéal. Je suis vraiment désolée de vous faire subir tout ça. Je veux tellement pas vous faire du mal. Je veux juste, moi, ne plus avoir mal. C'est la première fois que ce n'est pas un geste impulsif. J'ai pensé longuement, pesé le pour et le contre. Était vraiment décidée. J'ai un peu peur de vous faire mal. Puis il y a des paroles de chansons qu'elle m'a laissées. Puis ça, vraiment, ça me touche encore plus parce que c'est une façon poétique de voir la douleur. C'est vraiment... Il y en a peut-être qui connaissent, c'est paroles et musique de Pierre Lapointe. Ça dit « Maman, dis-moi pourquoi. » C'est pas, j'ai l'impression qu'elle me parle. Hein? Dis-moi pourquoi les oiseaux au fond de mon cœur, à toutes les minutes, pleurent, même si tu es là pour les consoler. Maman, dis-moi pourquoi tout ce qui bouge autour de moi me donne juste envie de pleurer, comme le jour où je suis sortie de toi. Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux être une enfant. Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux mourir maintenant. Je me souviens quand elle est sortie de l'hôpital psychiatrique la première fois, parce qu'elle est allée plusieurs fois. Elle avait, je pense, c'est ça, 20 ans, 19, 20 ans. Elle m'avait dit, tu sais, maman, je ne vivrai pas bien plus que mes 21 ans. Moi. Elle a dit, je pense pas. Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle dit, je ne veux pas être un adulte, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur, je veux rester une enfant. Puis la chanson me dit vraiment, c'était arrêté dans sa tête. La vie me l'a gardé 10 ans de plus. Elle est morte à 31 ans. Maman, dis-moi pourquoi je me sens vieux de l'intérieur, même si les minutes et les heures sont encore trop jeunes pour m'assommer. Maman, dis-moi pourquoi le bonheur entre mes mains, comme la porcelaine, se casse. Sais-tu parce que je suis trop maladroit ou si c'est la vie qui m'aime plus? Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux être un enfant. Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux mourir maintenant. Je sais que je ne verrai jamais le jour où, comme toi, je serai vieux, et puis que les rides sur mon visage seront arrivées pour y rester. Il ne faudrait pas trop t'en vouloir si tu n'arrives plus à me consoler. C'est que les oiseaux au fond de mon cœur sont trop pressés de s'envoler. Alors, c'est ça. J'ai donné un témoignage devant, il n'y a pas longtemps, au cégep de Shawinigan, devant des étudiants en infirmerie. Puis je leur ai lu ça, puis je leur ai dit, quand vous allez être en profession, puis que vous allez recevoir des gens atteints de maladie mentale, essayez pas de les juger, essayez de penser à Patricia. Pensez à elle, là, ça va vous ouvrir le cœur, ça va vous aider à ne pas les juger et à plutôt les accepter comme ils sont, puis les aider dans leur détresse. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je sais que j'en ai touché plusieurs, puis je sais que je ne suis pas la seule endeuillée ici, sûrement pas. Et puis, je vous souhaite bon courage, bonne chance, et puis si jamais je peux vous aider, bien, ça va me faire un énorme plaisir. Bonne fête de soirée. Non, madame. Mais je sais, j'ai vu en arrière qu'il y en a beaucoup qui étaient touchés beaucoup. C'est normal.
On travaille, nous, en suicide à tous les jours. La seule chose qu'on peut, le message qu'on vous fait, c'est qu'il faut en parler, comme Mme Dionel dit, il faut en parler du suicide, on insiste là-dessus. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas, il ne faut pas se le cacher, ça existe, et plus qu'on en parle, plus on va agir en fonction d'aider ceux qui, justement, ont de la détresse profonde et qui souvent, comme Mme Dionel, pourtant, elle allait bien, j'ai parlé la veille. Donc aussi, pour tous ceux qui sont endeuillés par suicide, qui ont été touchés de près, c'est toute cette culpabilité-là que nous, au niveau du réseau prévention suicide, on travaille avec les endeuillés. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de nous rencontrer, donc simplement, justement, pour se laisser aller, pour pouvoir en parler librement et pour, justement, comme faire le même cheminement que Mme Dionel a réussi à faire. Donc, à pouvoir s'enlever ces écarts de deuil-là qui pèsent fort, 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 c'est normal, mais au moins pour, justement, pouvoir aller vers l'avant dans l'avenir et pouvoir, justement, aujourd'hui, penser à une jeune fille comme Patricia et se dire, bien, elle a été là pour quelque chose, elle a aidé, sa mère redonne, alors, justement, pour que l'avenir ait un sens. Et il y a un sens à l'avenir, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pas de cesser à battre. N'hésitez pas à nous contacter, on dit souvent, on est là pour ça. S'il y a des craintes pour quelqu'un, si quelqu'un se sent mal, si vous avez de la douleur, que vous portez ça, vous, on a des cartes d'affaires à l'avant, vous pouvez prendre nos cartes, vous appeler, et on est là justement pour vous accompagner dans ce cheminement-là, où on le sait, est douloureux parfois, mais qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel et on va vous aider à la voir. Comme Mme Dionel a dit, c'est simplement de peut-être se faire prendre par la main un peu et de se faire guider. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Restez pas sur le négatif, dites-vous qu'il y a un sens à ça, et il y a eu un sens, si Mme Dionel vous l'a transmis. Il faut garder le fond de ça. C'est un message d'espoir et de comprendre que ces gens-là sont en détresse. Et justement, lorsqu'on parle aux intervenants qui vont travailler près des gens, parce que ça peut nous toucher tous, hein, on n'est pas à l'abri de personne de ça, que les gens qui travaillent près de ces personnes-là en détresse, justement, les accompagnent adéquatement. C'est le message qu'on fait et on est là justement pour ça. Donc, je vous souhaite une belle soirée, puis si on reçoit des téléphones, ben, ça va nous faire plaisir de pouvoir aider.